Bonjour Émilie, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Merci d'avoir répondu à l'appel des premiers experts qui vont partager leur formation sur PAWA qui va sortir tout début décembre. Avec grand plaisir. Merci à l'équipe de m'avoir invitée. Alors Émilie, tu es naturopathe, coach, formatrice et éducatrice en santé menstruelle, créatrice de Ruta et animatrice d'ateliers de self-help. Tu Mhm. vis sur un écolieu depuis pas très longtemps, que tu as rejoint en septembre en Bretagne. Et je le précise parce que le thème de notre rencontre et de la formation que tu as mis sur PAWA traite de l'écologie fertile. Donc je sais que l'écologie est un des sujets qui t'habite. Mhm. Ouais. Alors c'est une petite présentation, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, t'en as déjà dit pas mal. Je dirais que j'aime bien le mot éducatrice, effectivement, parce que j'aime beaucoup transmettre en fait tout ce qui m'a permis, moi, jusqu'à maintenant, de mieux comprendre comment mon corps fonctionnait, ce dont j'avais besoin, etc. Donc, je dirais que je dédie aujourd'hui ma vie à ça, à transmettre ce qui me semble être nécessaire de savoir sur soi. Hmm. Le mot éducatrice me convient bien, ouais. Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu as eu une vie avant tout ça? Voilà, quel est ton parcours? Alors, par où commencer? J'ai fait plein de choses en fait avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours suivi ce qui me passionnait. Du coup, il y a eu plusieurs choses, hein. Mais si je reprends du, du départ, je dirais que j'ai toujours eu un sens d'émerveillement pour ce que les gens créaient. Quand j'étais euh, au lycée, j'ai passé un bac littéraire option art en fait. Donc j'étais fascinée par ce que les autres créaient, par ce que les autres faisaient pour partager leur monde intérieur à l'extérieur. Et donc j'ai fait aussi des études supérieures d'art, etc. Donc j'ai exploré un peu cette partie-là, mais je me suis dit, bon, je vois pas trop quel avenir j'ai là-dedans. Euh, Ensuite, j'ai travaillé dans la gastronomie parce que j'aime le beau, j'aime le bon. En bonne littéraire, j'ai aussi travaillé en librairie, etc. J'ai toujours suivi ce qui me passionnait, mais sans pour autant que ça ait un sens en fait. J'arrivais toujours au bout des expériences en me disant bon ben là j'ai fait le tour, je sais pas trop ce qui me stimule vraiment. Et cet état-là de sans cesse remise en question m'a fait comprendre que je regardais pas au bon endroit. Et bon après dans ma vie personnelle, il y a eu des événements qui m'ont aussi fait atteindre, on va dire, une limite. Et, et j'avais pas d'autre choix que de remonter en fait et de trouver des moyens de mieux me connaître, de vraiment me comprendre. Et ça a été le cas quand j'ai commencé mes études en naturopathie. Ça m'a donné des outils pour mieux comprendre ce que j'appelle mon écologie intérieure. Et c'est à partir de là que déjà, personnellement, ça m'a beaucoup aidé et que j'ai eu envie, à mon tour, de transmettre aux personnes des outils pour qu'ils et elles puissent mieux se comprendre et du coup, en se comprenant mieux, laisser de la place à la créativité pour aussi contribuer dans le monde. Hmm. Mm. Et tu en as parlé un petit peu, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un événement ou quelque chose qui s'est passé dans ton parcours qui a fait ce déclic euh, que tu peux rattacher en fait est-ce que tu peux rattacher ce changement-là à quelque chose qui s'est passé? Ouais, je pense qu'il y a eu deux grands événements qui m'ont fait voir la vie avec un autre point de vue. Le premier auquel je pense, c'est un bénévolat que j'ai fait dans les Hautes-Alpes pour la biodiversité. Donc justement, au moment où j'arrivais au bout de ce que je pensais avoir fait de bien et où je trouvais pas trop ma voie, j'ai décidé de donner mon temps pour faire des bénévolats et être utile en fait.
c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont initiée aux enjeux environnementaux, qui m'ont initiée à l'écologie, aux enjeux de la biodiversité aujourd'hui. Et là, concrètement, j'étais en bénévolat pour une association qui protégeait les grands prédateurs de France, donc ours, loups, lynx. Et c'était la première fois que j'allais en montagne. Et je pense que la montagne, elle m'a fait prendre de la hauteur déjà sur ma propre vie et aussi sur tout mon environnement, en fait. Et je me souviens de cette rando où on était partis en petite équipe visiter une partie des Hautes-Alpes. Et là, j'ai eu une sorte d'épiphanie où en fait, je me suis rendu compte de est-ce que c'est si grave ce qui m'arrive? Parce que tout à l'heure, je disais que dans ma vie personnelle, il y a aussi eu des événements qui ont été assez difficiles et qui m'ont beaucoup impactée. Et c'est comme si j'avais connecté avec ce qui était vraiment important à ce moment-là, sur cette montagne. Donc, comme une sorte d'épiphanie que j'ai eue à ce moment-là. Et le deuxième, donc ça, c'est un moment assez individuel finalement. Donc, j'ai reçu quelque chose en étant seule en haut de cette montagne. Et le deuxième événement, il est plutôt collectif. C'était à la COI 11. La COI, c'est la Conference of Youth qui était en amont de la COP 21 à l'époque. Donc, c'était en 2015, il me semble. Et là, je suis allée seule encore. Et je me suis retrouvée entourée de jeunes de la Terre entière qui venaient proposer des solutions, proposer des actions concrètes pour aider le monde, aider la planète à fonctionner d'une manière qui était plus juste. Et à ce moment-là, je me suis sentie avoir un regain d'énergie et ça a confirmé ma voie de vouloir utiliser mon énergie de vie pour quelque chose qui avait du sens, en fait. Et ce sens-là, pour moi, c'était ça. Merci. On va aborder maintenant le thème justement de la formation. Tu utilises souvent ce terme d'écologie fertile qui t'est propre. Moi, j'ai jamais entendu personne d'autre utiliser ce mot. Tu en parles d'ailleurs longuement sur un article sur ton blog que je partagerai certainement en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ok, alors l'écologie fertile, pour moi, en 2 mots, c'est la connaissance de son milieu intérieur, mais aussi des milieux extérieurs. C'est notre relation avec notre environnement, en fait, et aussi de notre environnement intérieur. En fait, on a plusieurs corps, le corps physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Donc déjà, comment est-ce que nous, on interagit avec ces différents corps pour pouvoir interagir avec l'environnement extérieur d'une façon, là encore, plus juste pour soi. Et cette notion de fertilité, alors j'avoue que j'ai utilisé ce mot-là aussi parce que j'avais envie d'alléger un peu le mot fertilité de sa charge reproductive, parce que c'est encore une injonction qui est d'actualité de dire que, par exemple, en tant que femme cisgenre, donc je me reconnais avec mon genre attribué à la naissance, étant donné que je suis née avec un utérus et des ovaires. Pour autant, ma vie n'est pas destinée à procréer. Et la fertilité, ce n'est pas uniquement le fait de faire des enfants, c'est le fait de créer sa vie, de créer des projets, d'être dans une création dans son parcours, en fait. Et cette notion de création, en fait, elle est là naturellement pour moi. Et ce qui nous empêche d'aller vers cette créativité, c'est justement ces déséquilibres entre notre écologie intérieure dans un premier temps et aussi ce déséquilibre avec notre interaction avec l'extérieur. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair et si c'est bien résumé, si ça te parle, mais voilà ce que j'appelle en tout cas l'écologie fertile. Ok. Ouais, c'est plus clair. J'avais lu du coup ce long article que tu as écrit et j'avais vu que tu faisais du coup le lien justement entre l'écologie et notre propre permaculture humaine et notre écologie intérieure finalement. Et j'avais lu que selon toi, en fait, ça signifiait vivre aligné avec sa propre nature.
Mm. Comment est-ce que tu définirais, comment est-ce qu'on peut connaître sa vraie nature finalement? Mm. Pour moi, un début de solution, c'est s'auto-observer. Et c'est pour ça que si je refais le lien avec le corps physique, c'est pour ça que je facilite des ateliers de self-help notamment. C'est des ateliers en gros où on s'auto-observe avec un miroir et une lampe de poche, on s'auto-observe le sexe pour savoir ce qu'il compose et pour apprendre à mieux se connaître, à être acteur de sa vie sexuelle, parce qu'on sait en fait ce qui se passe là. C'est pareil pour tous les corps. Donc, s'auto-observer le corps physique, mettre de la conscience sur comment est-ce qu'on se sent dans son corps physique, mettre de la conscience sur comment est-ce qu'on se sent dans ses émotions, mettre de la conscience sur est-ce que le mental, il prend... sur combien de place prend le mental, mettre de la conscience voilà, sur ces différents corps-là pour pouvoir... le fait d'être conscient de nos fonctionnements, ça nous permet d'avoir déjà le cœur un petit peu plus ouvert sur les fonctionnements de l'autre. Si on a conscience de nos fonctionnements à nous, c'est plus facile d'envisager que les fonctionnements de l'autre en face vont être différents. Et c'est plus facile d'envisager faire un pas vers l'autre, en fait. Donc, connaître sa propre nature, pour moi, ça passe par ça. En premier lieu, s'auto-observer, prendre de la hauteur sur ça, prendre du recul sur nos fonctionnements, mettre en lumière aussi les parties de nous qui ne sont pas très jolies, parce que souvent, c'est des parties de nous qu'on n'aime pas aller regarder. Sauf que si on n'a pas conscience de nos ombres, entre guillemets, je pense que ça nous empêche d'interagir avec notre environnement de façon avec plus de paix. Ouais. Donc finalement, connaître sa vraie nature, ça passe par l'observation. Observation que tu partages, comme tu l'as dit, avec les ateliers de self-help, mais finalement en naturopathie, c'est aussi ce qu'on fait au départ pour faire un bilan. C'est on observe déjà qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne. Et pareil en coaching aussi, il y a beaucoup d'auto-observation. Complètement. Alors, merci du coup de le dire pour la naturo d'ailleurs, parce que en consultation de naturo, on questionne l'alimentation, le mouvement, s'il y a du mouvement dans la vie et justement les gènes psycho-émotionnels. Et souvent, quand je pose la question, alors vous mangez quoi vous avez mangé quoi cette semaine et souvent, les personnes ne savent, elles savent pas me répondre. Ouais. Parce qu'elles ont déjà oublié en fait. C'est vrai. Et il y a de moins en moins de conscience justement sur ces choses-là. On ne connecte plus avec le corps, du coup on ne sait pas trop en fait comment on se sent finalement, on ne connecte plus trop. Enfin, c'est beaucoup d'automatismes qui sont mis en place, qui nous font perdre un petit peu le sens des choses et la connexion avec les choses. Donc l'auto-observation, là, elle a vraiment un rôle de reconnexion avec la conscience, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mettre plus de conscience sur nos comportements, notre alimentation, nos pensées, nos émotions. Ouais. Quand il s'agit de menstruation et de toutes ces choses autour de l'observation de son cycle, on rattache souvent ce travail-là à des notions de pouvoir du féminin, pouvoir créateur du féminin, de féminin sacré, de lune, etc. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure de cette vision non-binaire que tu cultives et que tu aimes partager et transmettre. Du coup, j'aurais bien voulu savoir quel était ton point de vue par rapport à ça. Grande question, là, Tara. Ok. La première chose qui me vient quand tu l'as dans ta question, tu associes les menstruations avec le féminin, etc. C'est que toutes les personnes qui ont des menstruations ne sont pas des femmes. Aujourd'hui, on interagit dans un monde qui est très binaire, donc homme, femme, bien, mal. Et en fait, ce système-là, pour moi, c'est la base
de la domination. Parce que c'est forcément l'un ou l'autre qui doit avoir raison, forcément l'un ou l'autre qui doit dominer l'autre. Donc, pour revenir au lien entre les menstruations et le féminin, cela dit, ça c'est une chose, le fait que ce soit de mettre en lumière le fait que toutes les personnes menstruées ne sont pas des femmes, c'est une chose. Cela dit, je pense que ça parle beaucoup aussi, ce mouvement de féminin sacré, de revendiquer sa propre nature et de prendre conscience de ses rythmes, en fait. Parce que le cycle menstruel, il est là aussi pour nous permettre d'avoir un cycle tantôt de repos, tantôt de créativité, justement, et de faire avec plutôt que de faire contre. Ce qui en soi reste très binaire comme pensée, hein. Ça nous permet en tout cas de respecter notre écologie intérieure, en fait. Parce que si on respecte ces rythmes que nous propose notre cycle, on respecte voilà, notre relation avec le corps physique, qui en soi, le cycle menstruel est lié aussi à notre corps émotionnel, notre corps mental, etc. Hein, tout est lié. Donc, je trouve que ce mouvement aussi de revendication de ces rythmes, en soi, il va avec l'écologie fertile, parce que justement, on prête attention à ces rythmes et c'est hyper important. Il va aussi avec un réel besoin de guérison du féminin et des mémoires, des mémoires de domination de la femme. Et en fait, dans femme, je pourrais intégrer toutes les minorités sexuelles, les minorités de genre, etc., qui sont voilà, dominées aujourd'hui par un système patriarcal qui, lui, pour le coup, ne respecte pas les rythmes autant des êtres humains que les rythmes de la Terre, en fait. Donc voilà ce que je peux te dire à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à ta question ? Ouais, merci, parce que je sais que tu as cette vision-là et ça m'intéressait en fait d'avoir des éclaircissements venant de toi, sachant que j'ai interviewé d'autres personnes pour Pawa qui travaillent aussi autour du féminin, autour du cycle, et du coup ça m'intéressait d'avoir ta touche personnelle. Je pense qu'il faut des espaces adaptés, pour tous et toutes, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, le milieu du féminin sacré, il est très cis-hétéronormé. Alors que, je le disais tout à l'heure, toutes les personnes menstruées ne se reconnaissent pas en tant que femmes. Est-ce qu'il y a des espaces pour ça ? En tout cas, c'est important de les créer pour pouvoir justement inclure, en fait, inclure une diversité de personnes. Parce que tout à l'heure, je disais que la binarité, ça entretenait quelque chose de pas très équilibré. Je pense que, et ça fait aussi partie de la créativité nécessaire à la construction d'un nouveau monde, de créer des espaces en fait qui soient de créer des espaces qui soient disponibles pour tout le monde. Et de pas forcément opposer toujours les notions de féminin, de masculin et autres. Mais après, dans un yin et un yang, le signe il est circulaire, il y a une partie blanche et noire, mais il y a aussi un rond qui est noir dans l'un, un rond qui est noir dans l'autre. Ça, c'est une représentation binaire avec un petit peu de l'un et de l'autre d'un côté. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un autre encore ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas encore plus loin et qu'on ne créerait pas quelque chose de vraiment de fluide, d'encore plus inclusif, quoi. Moi, j'avais justement la vision du taiki, du coup, de ce symbole-là de chinois qui symbolise justement la notion de mouvement avec cette partie. En fait, c'est pour ça que c'est des vagues, parce qu'en fait, ça symbolise le mouvement du noir qui devient blanc et du blanc qui redevient noir. Et du coup, finalement, l'un n'a pas de substance sans l'autre et l'un n'existe pas sans l'autre, puisque les deux sont intermélangés, quoi. Mais c'est intéressant, ouais. C'est un bon exemple. Du coup, tu es naturopathe. Quelle est la place de cette pratique dans ta vie aujourd'hui ? Est-ce que tu consultes toujours ou comment ça se passe ? Alors, la naturopathie, c'est
c'est la base en fait de mon hygiène de vie, étant donné que la naturopathie fait des ponts entre nos différents corps, justement. Pour moi, ça a été la porte d'entrée finalement, de l'auto-observation, de mon écologie intérieure. Ça m'a permis, cela dit, de vouloir aller chercher plus loin encore derrière. C'est pour ça que je suis arrivée au coaching ensuite, pour accompagner les gens dans leur transformation, donc d'aller plus loin. Donc, en naturopathie, je prends conscience de ce qui est bon pour moi et je l'applique. En coaching, je prends conscience de ce qui m'empêche de me développer et je prends conscience de ce qui bloque ma créativité, en fait. Donc aujourd'hui, je ne consulte plus en individuel en naturopathie pour justement créer des espaces d'éducation incluant de la naturopathie et du coaching pour pouvoir accompagner les gens plus longtemps et aller plus loin avec eux. Ok. Et comment ça reste ma s'articule base. Ouais. Et comment ça s'articule du coup avec le coaching Du coup, tu pratiques, enfin, tu as inclus la naturopathie dans ton accompagnement en coaching? Oui, ouais. Je l'ai inclus dans mon accompagnement et je travaille sur un programme en ligne qui inclut justement des notions de naturo et de coaching en fait, des deux. Mais là, Comment ça est-ce reste que... de l'ordre de l'éducation et c'est beaucoup moins... j'approfondis moins vu que je ne suis pas en consultation individuelle. Mais ça donne des bases en fait d'hygiène de vie surtout. Et comment est-ce que tu en es arrivé au coaching et qu'est-ce que ça apporte du coup aujourd'hui à ta pratique? Alors, j'ai adoré ce que tu dis entre la naturopathie où tu t'observes et puis le coaching où tu observes justement ce qui te bloque pour arriver à un objectif. Mais ouais, comment t'en es arrivé jusqu'au coaching personnellement? Ouais. Alors, j'ai toujours été salariée jusqu'à il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et après mes études de naturopathie, j'allais devenir chef d'entreprise, quoi, auto-entrepreneur. Et c'est un monde qui était à l'époque complètement inconnu et je me suis dit, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'avais beaucoup de croyances que j'allais pas y arriver, beaucoup de croyances que j'étais pas faite pour ça parce que je savais pas, beaucoup de croyances aussi par rapport à l'argent. Donc comment gagner mon argent, comment être autonome financièrement. Et j'ai ressenti que j'avais besoin d'aide en fait pour ça. Et j'ai fait appel moi-même à une coach qui est Anne-Claire. Et ça a tellement fait bouger de choses dans ma vie, au-delà même ma nouvelle posture d'entrepreneur, que ça a fait sens pour moi d'à mon tour apprendre le coaching pour pouvoir transmettre des outils qui, comme je te le disais tout à l'heure, nous permet d'aller un petit peu plus loin et de nous libérer de choses dont on n'a pas besoin pour être dans la créativité et être connecté en fait à ce pourquoi notre énergie de vie elle est là. Ouais, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés dans le groupe des coachés d'Anne-Claire. À l'époque, en Ouais. plus, on habitait dans la Drôme toutes les deux, donc. Toutes les deux. Ouais, le coaching m'a aussi permis, ben voilà, tu viens de le dire, de faire des rencontres qui ont changé la donne et qui aujourd'hui valent beaucoup pour moi parce que voilà, je me sens connectée avec des personnes qui sont dans les mêmes, au même niveau de conscience que moi et dans les mêmes objectifs. Et c'est très précieux de se sentir entouré, ça fait partie de notre environnement, parce que là tout à l'heure je parlais des différents corps, mais aussi le corps social, l'environnement social qui en soi a changé la donne pour moi aussi. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ouais, moi aussi.
Est-ce que tu as des petits conseils ou un rituel ou quelque chose que tu aurais envie de nous partager et que tu as mis en place toi-même dans ta routine ou alors qui a changé ta vie à un moment? Ça peut être de la naturo ou du coaching ou autre chose. Hmm. Ah oui, là je viens d'en penser à un, mais je vais parler d'un autre d'abord. Je parle beaucoup de conscience. J'ai beaucoup utilisé le mot conscience là, pendant notre rendez-vous. Et concrètement, on pourrait se demander aussi, mais comment être plus consciente, conscient? Et c'est justement de prendre des temps d'être et d'arrêter un petit peu le temps de faire. Et là encore, dans nos sociétés, c'est pas très valorisé de rien faire. Sauf que si on laisse pas de la place pour juste être, en fait, c'est difficile de, de faire venir la conscience. Donc, le matin, quand on se réveille, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais beaucoup l'habitude de, OK, direct foncer, douche, bim, bam, boum, petit déj, boum, ordi, et là, on commence à bosser. Mais depuis que je me réveille le matin et que je prends le temps de respirer, je prends le temps de faire bouger mon corps, de le réveiller avec 2-3 mouvements simples et de respirer avant même d'aller prendre ma douche, avant même de faire quoi que ce soit. Ça m'a aidé à être en conscience en fait avant de commencer ma journée et à éviter de faire fonctionner ma tête avant même de me réveiller, quoi, de me mettre en mouvement. Donc ça, je pense que c'est un rituel qui peut faire beaucoup de bien à tout le monde en soi. Et de l'auto-observation, encore et toujours, de prendre des temps d'auto-observation pour réajuster, parce que la vie est mouvement, les différents corps, ça bouge. Et le fait de s'auto-observer, pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la base euh, c'est notre outil pour mieux interagir avec nous-mêmes et avec l'extérieur. Donc s'auto-observer, prendre des temps de constatation de ce qui se passe pour nous de nos différents corps, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider au quotidien, je pense. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis là autour d'avoir ces rituels, de prendre du temps pour soi en début de journée avant de passer dans l'action, c'est vrai que pour le coup, moi, c'est quelque chose aussi qui a complètement changé mon rapport au temps et au travail. Et alors qu'avant, je me disais, ah mais non, mais je suis pressée, j'ai pas trop le temps de faire ça, je le ferai quand j'aurai le temps, quand j'ai fini de faire telle ou telle chose. Et en fait, je me rends compte que c'est en retournant le problème que ça s'est résolu, c'est de prendre d'abord ce temps-là, quoi qu'il arrive, et que ça passe en priorité. Et tout le reste découle beaucoup plus simplement et facilement et avec fluidité quand on a pris ce temps-là et on arrive beaucoup plus à être efficace et à prioriser et à ne pas faire les choses qui ne sont pas importantes aussi. Parce que je trouve que quand on ne prend pas ces temps-là, on peut vite se sentir débordé, surtout quand on est entrepreneur, il y a tellement de choses à faire. Du coup, on peut vite être toujours dans l'action et avoir des to-do list qui n'en finissent plus. Et c'est ces temps-là en fait qui permettent de prioriser et de supprimer les tâches finalement qui ne sont pas importantes ou urgentes ou qu'on peut déléguer ou qu'on va juste pas faire en fait. Carrément. Bah, c'est ça, le fait de prendre de la hauteur en fait sur tout ce qu'on doit faire et c'est vachement important pour savoir se repositionner aussi. Donc, carrément. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai un peu souri quand tu m'as posé ta question parce que j'allais oublier de le dire. Donc, merci d'avoir parlé de ça. Il y a aussi la tête qui prend beaucoup de place, tout ce qui se passe dans la tête. Et à partir du moment où j'ai arrêté de croire absolument tout ce qui se passait dans ma tête, ça m'a allégé d'un poids et j'ai pu faire plus de place à la créativité du coup. Merci. Pour terminer notre rendez-vous, j'aime bien poser les 4 mêmes questions. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui?
Rien que ça. Ok. D'interdépendance. D'interdépendance, ouais. De refaire des liens avec les différents environnements et, et d'accepter de les faire marcher ensemble. De collaborer plutôt que de faire contre. Parce que l'interdépendance, en soi, c'est la dépendance réciproque entre divers milieux. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est dépendant de ce que la Terre nous donne pour nous nourrir, on est dépendant de ce que le ciel nous donne, donc l'air qu'on respire, etc. Donc de respecter en fait à tous les niveaux ce qui nous permet ce qui permet la vie en fait. C'est ça que j'entends par interdépendance. Je pense qu'on en a besoin. Donc déjà de conscientiser que c'est une notion qui existe et de l'entretenir en fait. Pour ça, étant donné la base du système du mode de vie moderne, ça demande de beaucoup déconstruire. Donc, je pense qu'on a besoin de déconstruire ce qu'on pense comme acquis pour pouvoir construire, là encore, je le dis souvent, mais pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ouais. Parce que quand on constate qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est l'occasion de créer quelque chose de nouveau. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en passe de créer quelque chose de différent, de nouveau, qui fasse mieux fonctionner le monde. Et ça passe par l'interdépendance. Je dirais aussi qu'on a besoin de légèreté, parce que tout ça en soi, ça a l'air très, tu sais, on utilise des grands mots, oui, interdépendance, oui, connexion, conscience et tout ça. Des fois, en parlant à certaines personnes, ça paraît un peu lourd, alors que non, on a besoin de légèreté aussi. Et la légèreté, elle passe par le rire, elle passe par le plaisir. C'est une de mes valeurs, la vitalité, la joie. Sans ça, j'imagine pas qu'on puisse construire quelque chose. Ce sont des énergies qui nous portent et qui nous entraînent justement à créer des choses. Donc, je pense qu'on a beaucoup besoin de légèreté. Cette légèreté-là, elle sera permise par un monde qui est plus juste, en fait. Donc, on a tout à gagner à créer un monde plus interdépendant et plus joyeux. Yes, je signe. Un livre qui t'a inspiré. J'imagine qu'il y en a eu beaucoup. Toi je connais ta bibliothèque, je sais qu'il y a beaucoup de livres dedans. Mais si tu peux, tu as le droit d'en citer 2-3 si tu veux. Un livre qui est général et qui est bien pour prendre de la hauteur, c'est Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, qui propose déjà une façon particulière de voir le succès. Ça, c'est une bonne question d'ailleurs à poser, moi qui aime bien poser des questions, comme tu le sais. C'est quoi pour toi le succès? Et déjà de définir ça. Et Deepak Chopra, je pense qu'il a une vision assez spirituelle. C'est dans le titre, les 7 lois spirituelles du succès. Et du coup, ça refait de la connexion avec les différents corps. Et je trouve ça très, très intelligent comme proposition. Mais il y en a quand même un autre qui me vient en tête. C'est Quel monde voulons-nous de Starhawk, qui là aussi propose une lecture du monde dans lequel on vit et qui est d'ailleurs une base de créativité pour créer un monde, un nouveau monde. Des super bouquins, ces deux-là. Merci. Toujours dans la même veine, une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré. Alors j'imagine aussi qu'il y en a eu plusieurs, qu'il y a eu plusieurs mentors. Ouais. Eh ben écoute, oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs sur ma route. Pour qui j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est grâce à elles, grâce à eux que aujourd'hui j'ai pu avancer jusqu'à là. Mais là, je viens d'en parler en fait et j'ai envie de parler d'elle, c'est Starhawk. Starhawk, en fait, c'est une vieille sorcière américaine. C'est
une sorcière, une féministe, une altermondialiste. Et là, en fait, tout est dans le mot altermondialiste. Alter, c'est autre, mondialiste, c'est monde. Donc, elle propose vraiment de créer un autre monde en opposition à une mondialisation qui épuise les ressources de la Terre. Dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle partage, il y a beaucoup de notions de justice sociale, de justice économique, de sauvegarde de la Terre, de sauvegarde d'interdépendance en fait. Donc cette personne-là m'inspire beaucoup de par ce qu'elle fait pour le monde aujourd'hui, de par ce qu'elle fait pour l'être humain, de par ce qu'elle fait pour la nature et de cette réconciliation-là qu'elle fait avec tous ces aspects-là, avec le vivant en fait dans sa globalité. Et elle parle beaucoup, notamment de rituels aussi, en disant que les rituels, c'est ce qui maintient notre lien avec les rythmes de nos vies, avec la nature, etc. Donc, ouais, elle m'inspire beaucoup dans le message qu'elle propage. Merci. Merci pour tout ça. Est-ce que pour terminer, tu as envie de nous partager quelques mots sur la formation que tu as tournée pour Pawa? Est-ce que tu peux nous dire sous quel format c'est? Est-ce que c'est un mélange de pratique et de théorie? Ou voilà, si tu as envie de nous dire un mot. Alors, déjà, je parle beaucoup d'un peu ce qu'on a parlé là, ce qu'on a abordé ici, donc de ce que j'appelle moi aujourd'hui l'écologie fertile. Ensuite, je propose de faire quelques exercices et je pose des questions, vu que c'est mon job préféré et que c'est aussi pour ça que je suis devenue coach. Donc voilà ce que je peux te dire sur la vidéo que j'ai tournée pour Pawa. Super. Merci beaucoup, Émilie. J'ai été super heureuse de passer ce temps-là avec toi. C'est toujours Moi un aussi, c'est plaisir. toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci. Et puis, à très vite, du coup, sur Pawa ou ailleurs. Yes. À très vite, Tara. Merci beaucoup.